Bienvenue dans cette analyse approfondie d'un tournant majeur de l'histoire. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur d'un drame familial et social poignant, où les vérités cachées, le chantage odieux, l'orgueil démesuré et les dilemmes moraux s'entrechoquent pour faire éclater une cérémonie de mariage pourtant préparée avec un luxe ostentatoire. Nous allons retracer pas à pas cette succession d'événements intenses où chaque personnage est confronté à ses propres choix et à ses propres démons. Tout commence dans une atmosphère en apparence festive et grandiose. Les préparatifs de l'union entre Pintu Singh et Pinky atteignent leur apogée. Pour la famille de Bihari Lal et de Dehati, cet événement représente bien plus qu'une simple alliance matrimoniale. C'est l'accomplissement d'une ascension sociale, la concrétisation d'un calcul politique et financier qui vise à lier leur destinée à celle de la puissante famille de Tintin Singh. Les rires résonnent, les salutations chaleureuses s'enchaînent et les politesses de circonstance masquent une hypocrisie ambiante. Dehati s'approche du jeune marié, vêtu de ses plus beaux atours, et ne manque pas de souligner à quel point le costume traditionnel d'apparat lui va à ravir. Dans son enthousiasme débordant et calculé, elle demande déjà à Pintu de ne plus la considérer comme une simple tante, mais bien comme sa propre mère à partir de ce jour béni. Bihari Lal, quant à lui, échange des poignées de main enthousiastes avec Sandeep, se félicitant ouvertement de cette alliance qui scelle définitivement les liens entre les deux familles aux yeux de toute la ville de Bhagalpur. Tout semble orchestré pour offrir au public l'image d'une union parfaite et inébranlable. Pourtant, à quelques kilomètres de là, dans l'ombre de cette opulence feinte, une tragédie obscure se joue. Krishna vit un véritable cauchemar. Son père, Vidyapati, un homme honnête et droit, a été mystérieusement enlevé. Alors qu'elle cherche désespérément le moindre indice, son téléphone sonne. Au bout du fil, la voix glaciale d'un ravisseur résonne. Ce n'est pas une demande de rançon ordinaire, mais un chantage politique et juridique d'une cruauté sans nom. Le ravisseur lui pose un ultimatum d'une simplicité terrifiante. Soit Krishna accepte de retirer sa plainte et d'abandonner immédiatement sa requête de réexamen concernant l'affaire de la mine de charbon et la falsification des résultats d'examen, soit elle ne reverra plus jamais son père vivant. La jeune femme, submergée par la terreur et l'impuissance, supplie son interlocuteur anonyme de lui laisser entendre la voix de son père, ne serait-ce qu'une seconde, pour s'assurer qu'il respire encore. Elle promet qu'elle est prête à renoncer à tous ses rêves de justice, à ravaler sa fierté et à retirer toutes ses démarches légales, à la seule condition que l'intégrité physique de son père soit préservée. Mais le ravisseur ne lui accorde aucune pitié, lui ordonnant d'exécuter les ordres sans poser de questions avant de raccrocher brutalement. Au même moment, les forces de l'ordre s'activent. Grâce aux informations transmises par le centre de contrôle, un officier de police informe ses équipes qu'une piste sérieuse vient de surgir. Le repère des kidnappeurs a été localisé le long de la route reliant Patna à Muzaffarpur. Krishna et l'officier se précipitent sur les lieux, priant pour arriver à temps. Lorsqu'ils pénètrent enfin dans ce bâtiment abandonné et poussiéreux, le silence y est lourd. L'endroit est désert. Les ravisseurs ont déjà vidé les lieux, emmenant leur otage vers une destination inconnue. Cependant, au milieu de la poussière et du désordre, Krishna aperçoit un objet familier sur le sol. Elle se précipite et ramasse une montre. C'est la montre de son père. Ce petit objet, métallique devient la preuve irréfutable que Vidyapati a bel et bien été séquestré entre ces quatre murs quelques instants plus tôt. La douleur de Krishna s'intensifie, car elle comprend que ses ennemis ont toujours une longueur d'avance sur elle et que la vie de son père ne tient plus qu'à un fil. Pendant que Krishna pleure au milieu des ruines de ce repère abandonné, la cérémonie religieuse du mariage suit son cours inexorable sous le chapiteau nuptial. Le prêtre récite les mantras sacrés en sanskrit, invoquant les bénédictions divines sur l'autel du feu. Le moment est venu d'exécuter le rituel du Kanyadan, l'acte solennel par lequel les parents confient officiellement leur fille au marié. On demande au père de placer la main de la mariée dans celle de son futur époux. Tout le monde sourit, les invités applaudissent, mais sous son turban de mariée, Pintu Singh est habité par une tempête intérieure d'une violence inouïe. Son regard est fixe, déconnecté de la scène qui se joue autour de lui.
Peintu repense aux paroles de sa mère, qui lui affirmait que cette union était le seul moyen de garantir le bonheur et le respect de la famille. Pourtant, au plus profond de son âme, une voix ne cesse de lui crier que tout cela est une immense erreur. Il ressent un dégoût profond pour cette mascarade. Il sait pertinemment qu'il n'éprouve aucun sentiment d'amour envers Pinky. Il est conscient que cette fille est superficielle, manipulatrice et guidée par l'ambition de son propre clan. Pourquoi continue-t-il à se prêter à ce jeu ridicule? Pourquoi s'apprête-t-il à enchaîner sa vie entière à une femme qu'il n'aime pas uniquement pour complaire aux exigences de son père Tintin Singh? Une pensée rebelle commence à germer dans son esprit. S'il osait parler franchement à son père, s'il lui déclarait ouvertement son refus d'aller plus loin, son père ne finirait-il pas par comprendre son désarroi? Mais il sait aussi à quel point Tintin Singh est un homme autoritaire, inflexible et dominé par l'orgueil. Le prêtre interrompt ses réflexions en annonçant l'étape décisive de la cérémonie. Le moment est venu pour les futurs époux de se lever et d'accomplir les 7 tours rituels autour du feu sacré, scellant ainsi leur union pour l'éternité devant les dieux et devant les hommes. Saraswati et Tintin Singh s'approchent de Peintu et lui demandent affectueusement de se lever pour commencer les feuras. L'atmosphère est chargée d'attente. Chaque seconde d'hésitation de Peintu commence à créer une légère tension parmi les invités, mais la plupart pensent encore qu'il s'agit d'une simple timidité ou de la solennité de l'instant. Pendant ce temps, dans la rue entourant l'ancien repère des ravisseurs, l'officier de police tente le tout pour le tout. Il interpelle des jeunes du quartier qui traînent à proximité, exigeant de savoir s'ils ont vu un homme âgé être embarqué de force dans un véhicule. Les jeunes affirment n'avoir rien vu et jurant qu'ils viennent tout juste d'arriver sur les lieux. Face à la suspicion de l'officier qui menace de les emmener au poste s'ils mentent, ils maintiennent leur version. Réalisant qu'il s'agit de jeunes désœuvrés sans informations utiles, le policier les chasse sèchement. Krishna est au bord de l'effondrement. Les larmes coulent sur son visage alors que le désespoir la submerge. L'officier de police tente alors de lui redonner du courage, lui demandant de ne pas baisser les bras et lui promettant que la police fera tout ce qui est en son pouvoir pour retrouver son père sain et sauf. Non loin de là, à l'écart de la foule du mariage, Bihari Lal s'isole avec Tintin Singh. L'angoisse le dévore. Malgré les assurances de Tintin Singh, Bihari craint toujours que Krishna ne réussisse à faire éclater la vérité au grand jour. Il s'inquiète des démarches qu'elle a entreprises auprès de la mine de charbon à Patna et craint que ces investigations ne finissent par éclabousser Pinky et compromettre l'avenir de sa fille. C'est alors que Tintin Singh, grisé par son propre sentiment d'impunité et son arrogance légendaire, laisse tomber le masque. Avec un sourire suffisant et plein de mépris, Tintin Singh révèle à Bihari Lal la véritable nature de sa stratégie. Il lui avoue sans la moindre ombre d'un remords qu'il a lui-même commandité l'enlèvement de Vidyapati. Il explique qu'il a posé un ultimatum terrifiant à Krishna, sachant pertinemment que la jeune femme ferait n'importe quoi pour sauver la vie de son père, y compris retirer sa requête légale et sacrifier sa propre justice. Bihari Lal est abasourdi par l'audace de cette manœuvre, exprimant une légère inquiétude quant au risque de poursuite policière si l'affaire venait à s'ébruiter. Mais Tintin Singh rit ouvertement de ses craintes. Il lui rappelle fièrement qu'avec de l'argent et du pouvoir, on peut tout acheter dans cette région, y compris le silence de la police et le destin des hommes. Pour lui, la victoire est totale, et il invite Bihari Lal à cesser d'avoir peur pour venir plutôt apprécier le spectacle des feuras de son fils. Ce que Tintin Singh et Bihari Lal ignorent totalement, c'est que quelqu'un a écouté l'intégralité de leur conversation odieuse. Peintu Singh, qui s'était éloigné un instant pour reprendre son souffle, s'est retrouvé caché derrière le rideau tout près d'eux. Chaque mot prononcé par son père a résonné dans ses oreilles comme un coup de poignard. Le voile d'illusion qui recouvrait ses yeux vient de se déchirer brusquement. L'homme qu'il respectait, le père qu'il considérait comme un modèle d'autorité et de protection, n'est en réalité qu'un être tyran, cruel, sans foi ni loi, prêt à faire enlever un homme innocent et à briser la vie d'une jeune femme honnête simplement pour satisfaire ses ambitions personnelles. Le choc émotionnel se transforme immédiatement en une rage incontrôlable.
Pintu Singh surgit de sa cachette et s'avance vers Tintin Singh. Le visage blême, les yeux remplis de larmes et de fureur, il affronte son père devant les invités pétrifiés. Il commence par lui ordonner d'arrêter son comédie d'amour paternel. Il lui crie d'arrêter de feindre la bienveillance, car il comprend enfin qu'il n'a jamais été qu'un pion entre ses mains. Pintu reproche violemment à Tintin Singh d'avoir utilisé le concept de la famille et du respect filial pour le manipuler et le contraindre à cet arrangement sordide. Il lui rappelle que son frère Bablou avait tenté de lui ouvrir les yeux sur la véritable nature de leur père, mais qu'il avait refusé de le croire par naïveté et par loyauté aveugle. Aujourd'hui, dit Pintu, cette confiance aveugle est totalement détruite. Il accuse son père de ne se soucier d'aucun bonheur ni d'aucune souffrance humaine. Pour Tintin Singh, seul compte son orgueil déplacé, son prestige social et son ego surdimensionné, quitte à sacrifier son propre fils sur l'autel de sa vanité. Pintu pose alors la question cruciale à son père en lui demandant ce qu'il gagne vraiment à détruire des vies humaines. Quel crime Krishna a-t-elle commis pour mériter un tel acharnement ? Pourquoi vouloir ruiner l'existence d'une fille qui n'a fait que se battre pour sa propre dignité et la justice de sa famille ? Pintu déclare haut et fort qu'il éprouvait autrefois une immense fierté à l'idée d'être le fils de Tintin Singh, mais qu'aujourd'hui, face à la bassesse de ses actes, il n'éprouve plus rien d'autre qu'une honte profonde. Il affirme sans détour que son père est tombé extrêmement bas à ses yeux et qu'il est désormais impossible pour lui de lui obéir. Pendant que ce clash d'une violence inouïe secoue le lieu du mariage, Krishna prend une décision déchirante au bureau des autorités. Comprenant que la police ne pourra pas retrouver son père à temps pour prévenir le pire, elle s'avance vers le responsable administratif. D'une voix brisée mais ferme, elle déclare qu'elle a pris la décision définitive de retirer sa demande de réexamen des dossiers de la mine de charbon. L'officier de police, abasourdi par ce revirement soudain, tente de lui faire prendre conscience des conséquences d'un tel geste. Il lui rappelle qu'en retirant sa plainte, elle renonce à prouver son innocence, elle abandonne la justice et laisse les coupables triompher. Mais Krishna répond sèchement qu'elle ne souhaite pas discuter de ce sujet. Pour elle, la justice et la vérité ne représentent plus rien face à la vie de son père. Elle est prête à subir le déshonneur et l'injustice pourvu que son père lui soit rendu sain et sauf. De retour sur le lieu de la cérémonie, la tension a atteint un point de non-retour. Tintin Singh, stupéfait et humilié par les accusations publiques de son fils, tente de garder le contrôle de la situation. Bihari Lal et Dehati essaient d'intervenir pour calmer le jeune homme, lui suppliant de penser à la réputation des deux familles et au cœur brisé de Pinky. Mais Pintu Singh est totalement inaccessible à leurs arguments. Regardant l'assemblée, il pose un acte symbolique d'une force immense. Il retire les parures nuptiales qui l'ornent, marquant son refus absolu de continuer. D'une voix retentissante qui glace le sang de tous les présents, il prononce ces mots irrévocables en affirmant qu'il refuse de célébrer ce mariage. Il annonce haut et fort qu'il n'épousera jamais Pinky. Saraswati et Tintin Singh essaient de le retenir par le bras, lui ordonnant d'écouter la raison, mais Pintu les repousse. Il tourne le dos au feu sacré, au prêtre, à son père et à toute l'assistance. Il quitte à grands pas le chapiteau nuptial, marchant la tête haute vers la sortie. L'humiliation est totale pour la famille de Bihari Lal. Pinky, incapable de supporter la honte de voir son mari l'abandonner devant toute la ville, pousse un cri de détresse, s'effondre en larmes et perd connaissance au milieu du désordre général. Les invités murmurent, le chaos s'installe et Tintin Singh reste planté au milieu de la pièce, foudroyé par la rébellion de son propre fils et l'écroulement de son plan machiavélique. Pintu Singh s'éloigne dans la nuit, déterminé à réparer les injustices commises par son père et à retrouver sa liberté perdue.